Alors, si l'industrie automobile ne bouge pas, elle disparaîtra sous l'offensive chinoise. C'est signé Carlos Tavares, Oui. qui prévoit des fusions dans l'automobile Mm. face à l'offensive des constructeurs chinois. Il se dit prêt d'ailleurs à une méga fusion. Renault, Ford, General Motors. Bon, Vous êtes open ou pas? la question, il faut la poser à Carlos et pas à moi. Donc, moi, je pense certainement que les Chinois, notamment sur la technologie de l'EV et peut-être un peu sur la partie software, ils ont quand même pris un avantage de temps parce qu'ils ont commencé avant. Et que, On peut rattraper? Je pense qu'on peut rattraper, on a besoin d'un peu de temps. Donc je pense qu'on peut rattraper, mais il faut vraiment mettre en place au niveau européen une stratégie industrielle qui part de s'assurer l'accès à des matières, la capacité de raffiner ces matières, l'installation des capacités de production des batteries, etc., jusqu'aux infrastructures, etc., etc. Donc, ce n'est pas des initiatives qui peuvent être comme ça, des initiatives qui ne sont pas coordonnées. Il faut une stratégie et ça va être un sport d'équipe. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que l'industrie automobile qui est dedans. Il y a l'industrie des infrastructures, il y a l'industrie de l'énergie et il y a aussi les autorités continentales et nationales. Qu'on comprenne bien, cette course au gigantisme qu'a connu le secteur, pour vous, c'est plus la stratégie, parce que c'est ça derrière, en creuse, comme dit Carlos Tavares, c'est qu'il va falloir fusionner de plus gros pour lutter contre l'offensive des marques chinoises. Moi, je considère... l'analyse stratégique. Oui, moi, je considère que... ce truc-là, je l'entends depuis 30 ans. Malheureusement, je suis vieux, ça fait 30 ans que je travaille dans l'automobile. Ça fait 30 ans que certains grands patrons, au début des années 2000, ils racontaient qu'il allait y avoir 5 ou 6 groupes sur la planète qui allaient survivre. Au passage, on a eu 150 nouvelles marques chinoises qui sont rentrées dedans. Donc, si tu fais la liste, il y a plus de constructeurs maintenant qu'il y a 20 ans ou 25 ans. Donc, moi, je considère qu'il n'y a pas qu'une recette au succès. Il n'y a pas qu'une approche. La taille, c'est important dans notre secteur, c'est clair, parce que on est capital intensive, si je peux utiliser ce mot en anglais. Et donc, évidemment, si tu peux distribuer les coûts fixes et les coûts sur plus de pièces, ça marche. Mais ça marche vraiment quand tu as une demande qui est stable et tu as une technologie qui est mûre. Donc, tu as un AD qui font la même chose, tu mets ensemble et tu trouves l'avantage. Mais qu'est-ce qui se passe, comme aujourd'hui, quand la demande est très volatile, les marchés sont très volatiles, et la technologie est très évolutive. Là, tu dois mettre en place une organisation qui est très agile. C'est ça, l'agilité. Et très orientée à l'innovation. Donc, la taille reste une condition nécessaire dans le monde de l'automobile, mais peut-être pas suffisante. Et nous, Renault, on est un constructeur de moyenne taille, donc on ne peut pas nécessairement jouer ça, mais on joue à fond la carte de l'agilité et de l'innovation. Et on va le démontrer. Est-ce que c'est, est-ce que c'est une bonne solution? Pour l'instant, ça marche. Est-ce que l'autre, de faire de la taille, c'est une mauvaise solution? Je ne crois pas. Je pense que ça a tout son sens. Et c'est ce que je pense. Mais des fois, le monde, il n'est pas tout noir ou tout blanc. Ouais. Donc, il y a un dégradé de couleurs. Sur la percée des constructeurs chinois en Europe, est-ce qu'elle va plus vite que ce que vous imaginiez? Est-ce que... Oui, elle va vite. Dans quelle mesure c'est une vraie menace existentielle peut-être? Mais je pense qu'elle va vite. Ça ne va pas seulement prendre la forme qui est visible de nouvelles marques qui arrivent, qui montent leur réseau de concessionnaires, les gens, mais ça va être aussi les fournisseurs, les gens qui en fait montent les usines, etc. Parce qu'ils ont quand même développé un contrôle de toute la chaîne de la valeur qui est assez impressionnant parce qu'ils ont commencé avant avec beaucoup de moyens et avec le soutien de tout le système chinois. Donc je trouve que c'est bien parce que ça fait de la compétition. Moi, je répète, l'Europe a toujours eu une tradition d'ouverture. Donc nous, on a accueilli les constructeurs américains dans les années 50-60, puis il y a eu les Japonais dans les années 80. Et les marques nationales sont toujours hégémoniques sur leur marché d'ailleurs. Ben voilà. Donc en fait, tu cumules américains, chinois, japonais, coréens, ça fait quoi, 25-30% du marché européen en moyenne. Ça veut dire qu'on est encore là. Il y a un attachement aux marques nationales? Les chiffres te disent qu'en moyenne en Europe, tu as une fidélité à la marque de 50%. Il y a des pays où ça atteint 65-70%. Donc ça compte beaucoup, évidemment. Mais bon, moi je dis, je sous-estime pas du tout la, entre guillemets, menace. Elles sont bien, les bagnoles chinoises? Oui, absolument. Après, dire chinois, il y a 150 marques. Donc il y a des bons et des mauvais. Les BYD, oui, très bien. Les MG. Oui, exactement. Mais je pense, mais MG, c'est différent de BYD, même en termes de stratégie. Ouais.
Donc BYD, on voit BYD, les prix de BYD sont plus hauts de ce que nous, on propose en électrique. Regardez les chiffres. Ouais. Regardez un Atto 3 et un Scénic, et vous allez voir qu'on est très bien positionné. Ouais, MG moins cher. Mais c'est un autre type de voiture. Ouais. Et il faut comparer orange et pomme à pomme. Donc voilà. Donc, Tesla, il y a des bons et il y a ceux qui sont moins bons.